Tu entends ce son? Ce n'est pas le tonnerre, c'est un millier de rames frappant l'eau trouble de la Seine. Rame après rame, comme les battements d'un cœur avant la tempête. Printemps de l'an 845. Des centaines de navires, enduits de goudron noir, s'approchent du cœur même de l'Empire franc, de Paris. La ville ne sait pas encore que dans quelques jours, ses murs trembleront sous les cris des hommes venus du nord. Mais la question principale n'est pas là. Comment un millier de guerriers ont-ils pu faire plier tout l'Occident? Ces hommes se nommaient les Nordiques. On les surnomma les Vikings. Des pilleurs des mers qui vivaient aux confins du monde. Mais il n'y avait pas de chaos en eux, comme dans les légendes. L'historien Abon, témoin oculaire des événements, écrivait « Ils marchaient comme une seule machine. Leurs cris et leurs coups sur les boucliers étaient plus effrayants que le tonnerre. » Ces mots ne sont pas une exagération. Les Vikings n'étaient pas de simples pillards. C'étaient des guerriers professionnels dont la discipline naissait sur les ponts des longs navires. Ces navires s'appelaient des dracars, des embarcations longues et étroites avec des têtes de dragons sculptées à la proue. Dracar signifie dragon. Ils pouvaient avancer à la voile et à la rame, pénétrant même dans les rivières peu profondes. Imagine, 120 de ces monstres glissant à travers le brouillard de la Seine comme une meute de bêtes marines prêtes à se jeter sur leur proie. Leurs coques étaient goudronnées, noires, et quand l'aube les frappait de sa lumière, elles ressemblaient aux os d'acier d'un géant surgi de la mer. Des découvertes archéologiques de Roskilde confirment que de tels navires pouvaient parcourir jusqu'à 100 km par jour. Pour le IXe siècle, c'était un rythme incroyable, une vitesse équivalente à la marche des véhicules blindés modernes. Et tout cela, la force musculaire, la coordination de centaines d'hommes habitués au vent froid de la mer du Nord. Ces guerriers ne vivaient pas sur terre, leur maison était le navire, et leur lit, une toile grossièrement tendue sous la pluie. Ils n'allaient pas seulement chercher du butin. Paris était un symbole de richesse, une ville aux murs puissants et aux reliques. C'était le cœur des Francs, et si tu le conquérais, tu conquérais l'Empire lui-même. Mais pourquoi précisément au printemps 845 ? Parce que l'Empire carolingien craquait de toutes parts. Après la mort de Louis le Pieux, le pouvoir de ses fils s'était affaibli. Les frontières ne tenaient plus, les soldats ne recevaient pas de soldes. C'était un moment où même la ville, la mieux protégée, pouvait tomber, non par la force, mais par la peur. Le chef principal des Vikings, selon les chroniqueurs, était Ragnar Lodbrok, un nom auréolé de légende. Les historiens débattent pour savoir s'il a réellement existé ou si plusieurs chefs se cachaient sous ce nom. Mais le fait est qu'en l'an 845, une armée venue du Nord a bel et bien envahi les terres des Francs. Et elle était menée par un homme dont le nom semait la terreur de l'embouchure de la Seine jusqu'à Paris. Ces troupes, environ 1 millier de guerriers, leurs navires s'étiraient sur des dizaines de kilomètres le long du fleuve. Cette expédition n'était pas un pillage spontané. C'était une opération militaire planifiée. Les Vikings savaient à l'avance où se trouvaient les points faibles, où le fleuve tournait, où le courant s'affaiblissait. Ils n'avançaient pas à l'aveugle. Leurs éclaireurs, des scouts sur des embarcations légères, les précédaient et revenaient avec des nouvelles. La tactique de reconnaissance fluviale, une rareté pour l'époque. Elle les rendait mortels, même pour ceux qui se croyaient imprenables. Mais le pire était à venir. Car Paris, situé sur l'île de la Cité, était entouré d'eau et de murs, et il semblait impossible de la prendre d'assaut. Cependant, les Vikings savaient. Même la pierre la plus solide se fissurera si on la frappe au bon moment et du bon côté. Et ce moment approchait. L'eau de la Seine était lourde, trouble, et sentait la vase et la décomposition du poisson. C'est le long de ce fleuve que les Vikings se préparaient à remonter vers le cœur même des Francs. Leur navigation n'était pas une course folle. Elle était organisée presque comme une expédition militaire du IXe siècle, pensée dans les moindres détails. Chaque navire avait son numéro, chaque guerrier sa place, chaque outil son ordre. Ce n'était pas une flotte de pirates, mais une armée maritime. Les chercheurs modernes appellent de telles forces une coalition de débarquement, une alliance de petites unités sous une seule bannière pour une grande prise. Mais à l'époque, tout se décidait par un simple mot, le devoir. Le devoir du Viking. Chercher honneur et richesse aux confins du monde. Au centre de la flottille se tenait le drakkar de Ragnar. Sa proue était ornée d'une tête de dragon aux dents sculptées et aux yeux de bronze. Quand le soleil se levait,
Ce dragon semblait prendre vie, reflétant la lumière sur l'eau, et tout le fleuve commençait à scintiller d'un éclat cuivré. Ce symbole n'était pas qu'une simple décoration, c'était un talisman. Les Vikings croyaient que l'image du monstre repoussait les mauvais esprits gardant les rivages étrangers. Mais pour les ennemis, ce signe signifiait une seule chose, la mort arrivait. Avant le départ, les Vikings se préparaient pendant des semaines. Selon les chroniqueurs, ils se rassemblaient à l'embouchure de la Seine, à l'endroit où se trouve aujourd'hui la ville de Rouen. Là, ils réparaient les navires, augmentaient leurs provisions de nourriture, vérifiaient leurs armes. Leur ration était simple, viande séchée, poisson salé, galettes de céréales et bière brassée avec de l'eau salée. Ils mangeaient rarement, mais en grande quantité. Les données archéologiques des fouilles dans les colonies danoises montrent qu'un guerrier adulte consommait jusqu'à 4000 calories par jour. Leur corps était comme des machines, endurants, denses, sans graisse superflue, créés pour ramer et combattre. L'arme principale de leur discipline n'était pas la force, mais l'ordre. Ils s'entraînaient au son des coups sur les boucliers, créant un rythme semblable à un roulement de tambour. Ce rythme s'appelait le leifer, un mot vieux norrois désignant le tact de combat. Au combat, il aidait à maintenir la formation et à agir comme un seul corps. Imagine, 100 guerriers se déplaçant à l'unisson, leurs haches étincelant dans l'air, comme les lames d'un moulin. L'erreur d'un seul pouvait coûter la vie à tous. C'est pourquoi chaque pas était affûté. Chaque commande, courte, nette, sans droit au doute. Quand la flotte quitta Rouen, le fleuve devint leur chemin vers le cœur de l'ennemi. 120 dracars avançaient en file indienne, comme une chaîne d'écailles de serpents géants, se pliant au rythme des vagues. Sur chaque navire, environ 40 guerriers, armés de lances, d'épées et de boucliers, ornés de motifs en forme d'éclairs et d'animaux. Ces motifs n'étaient pas purement décoratifs. Ils portaient le filgja, un signe de lignage, un symbole d'appartenance sanguine. Perdre son bouclier était considéré comme une honte, équivalente à de la lâcheté. Les guerriers plaçaient les boucliers le long du bord, les transformant en une barrière impénétrable. Ainsi naissait le mur de bouclier, une paroi mobile protégeant les rameurs des flèches. Les témoignages des chroniqueurs français, notamment du moine de Saint-Denis, décrivent comment les habitants des villages côtiers voyaient les voiles noires bien avant l'apparition des navires eux-mêmes. Les voiles, imprégnés de goudron, absorbaient la lumière et il semblait que la nuit elle-même se déplaçait sur l'eau. Les gens abandonnaient maisons, bétail, églises, tout ce qu'ils pouvaient, juste pour échapper à ce son. Un grondement, comme le fracas d'un rocher dévalant une montagne, écrivait un témoin oculaire. Ce n'étaient pas de simples guerriers, c'étaient les messagers d'un autre monde, où le froid est plus fort que la peur. Mais leur expédition n'était pas seulement militaire, mais aussi un acte religieux. Chaque fois avant le départ, ils faisaient des sacrifices aux dieux, Odin et Thor. Les gouttes de sang de la victime coulaient le long de la lame de l'épée, et les Vikings croyaient que c'est ainsi que l'arme recevait la force du vainqueur. Cette croyance les rendait fanatiques au combat. Ils ne craignaient pas la mort. Au contraire, ils la considéraient comme une récompense. Et c'est pourquoi ils allaient là où d'autres auraient reculé. Le terme qui décrit le mieux cet état d'esprit est « berserk ». C'est ainsi qu'on appelait un guerrier entrant dans une frénésie de combat. Les chercheurs modernes comparent cet état à une agression transique, lorsque la personne cesse de ressentir la douleur. Selon les témoignages des chroniqueurs, de tels combattants mordaient leurs boucliers et se jetaient à l'attaque les premiers, sans ressentir les blessures. Pour les Vikings, c'était une manifestation de force d'esprit. Pour les ennemis, un cauchemar. Quand la flotte entra dans les hautes eaux de la Seine, les éclaireurs francs avaient déjà rapporté à Paris la nouvelle de l'invasion. Mais la ville ne se pressait pas de se préparer à la défense. Trop souvent, les rumeurs de barbares s'étaient avérées exagérées. Les gens croyaient en l'inviolabilité de leurs murs, car Paris se tenait sur une île, entourée d'eau. Cependant, c'est précisément cela qui devint sa faiblesse, car ceux qui venaient de la mer savaient comment manier l'eau mieux que n'importe quel défenseur. Les premières brumes matinales commencèrent à envelopper le fleuve, et au-dessus de lui, comme un présage d'orage, résonna un son grave et rauque, le son d'une corne de bœuf.
C'était le signal du rassemblement. Et, au moment où l'écho de la corne se dissipa dans l'air humide, Paris devint la cible de l'épreuve la plus terrible de son histoire. Au petit matin du 28 mars 845, un épais brouillard planait sur Paris. Le fleuve fumait, comme si la terre elle-même respirait. Mais de cette brume s'éleva un grondement, sourd, régulier, comme les battements d'un cœur gigantesque. Ce n'était pas le tonnerre, c'étaient les rames. 120 dracars remontaient la Seine, et sur leurs flancs se tenaient des guerriers barbus en cape de laine, casqués de bandes de fer. Dans leurs yeux, du froid et du calcul. Paris vit pour la première fois une armée du Nord non pas dans les légendes, mais en réalité. Le chroniqueur Abonne écrivait que le fleuve était couvert de navires, comme une prairie de fleurs. Ce n'est pas une métaphore, des témoins oculaires affirmaient que les embarcations étaient si serrées qu'on pouvait passer de rive en marchant dessus. Chaque drakkar transportait environ 40 combattants, 1 000 de guerriers contre une ville qui ne comptait pas plus de 15 000 habitants. Paris semblait grande, mais les Vikings étaient entraînés à briser la grandeur. Leur approche était méthodique. Ils ne se précipitèrent pas pour attaquer immédiatement. D'abord la reconnaissance. De légères embarcations partirent en avant pour étudier le chenal, les profondeurs, les ponts et les tours. L'élément clé de leur organisation militaire était le herd, un corps d'élite de guerriers proches, la garde personnelle du chef. Ragnar comptait une centaine de ses combattants. Ils marchaient au premier rang, vêtus de cottes de mailles faites d'anneaux de fer entrelacés. Le poids d'une telle cotte pouvait atteindre 10 kg, mais on pouvait y ramer, courir et se battre. Pour un viking, c'était une seconde peau, protection et fierté. Les découvertes archéologiques de Birka et Trelleborg confirment que de telles armures coûtaient une fortune, et seuls des guerriers expérimentés pouvaient les posséder. Du rivage de Paris parvenait le son des cloches. Les habitants priaient, renforçaient les portes, cachaient leurs objets de valeur dans les monastères. Mais les murs de l'île de la Cité n'étaient pas prêts pour un siège depuis l'eau. La ville possédait 2 ponts de pierre reliant l'île aux rives, et tous deux devinrent une vulnérabilité. Quand les premiers navires s'approchèrent des ponts, les défenseurs francs tentèrent de les incendier. Mais les Vikings agirent instantanément. Ils abattirent les poutres en feu avec des flèches enveloppées de cuir mouillé et débarquèrent des troupes directement au pied du pont. Leurs cris secouaient l'air, courts, aigus, comme le coup d'une épée sur la pierre. Le mot par lequel les Nordiques eux-mêmes désignaient ce premier coup était « holmgang », littéralement « duel sur l'île ». Ce n'est pas un simple combat, c'est un défi, un rituel marquant le début de la bataille. Chaque premier assaut était perçu par eux comme un duel personnel entre le chef et l'esprit de la ville. Ils croyaient que si ce coup était réussi, le destin lui-même pencherait en leur faveur. C'est pourquoi les premières vagues d'attaquants s'avançaient avec une fureur particulière, ne s'épargnant ni eux-mêmes ni l'ennemi. Les Parisiens ripostaient par le feu et les lances, mais les Vikings usèrent de ruses. Ils placèrent leurs boucliers devant eux, formant un mur de boucliers, une barricade vivante. Cette formation s'appelait le Skjaldborg. Elle permettait d'avancer même sous une pluie de flèches. Les boucliers, liés par les bords, formaient un dôme sous lequel les guerriers progressaient, comme une bête de fer. Les historiens militaires modernes comparent cette tactique au carré d'infanterie de l'époque des guerres napoléoniennes. Les mêmes principes de cohésion et de pression de masse. Quand les ponts tremblèrent, les Vikings firent irruption sur l'île. Les chroniques décrivent comment ils arrachaient les portes des temples et brisaient les autels. Mais leur objectif n'était pas le massacre, mais une démonstration de force. Ils savaient que les Francs paieraient une rançon. Paris était riche, et c'est dans cette richesse que résidait sa faiblesse. L'avidité et la peur devinrent leurs alliés. Ragnar envoya des parlementaires, 2 guerriers avec des boucliers blancs. Ils apportèrent une exigence, de l'or pour la vie de la ville. Le roi Franc-Charles le Chauve se trouvait alors à Saint-Denis, à quelques miles de Paris. Il comprenait, l'armée n'aurait pas le temps de se rassembler. Ses soldats étaient dispersés, les comtes se disputaient entre eux, et les crues printanières rendaient les routes impraticables. Ils n'avaient pas le choix. Les négociations commencèrent.
Mais le temps s'étirait. Les Vikings utilisèrent chaque minute pour renforcer leur position. Ils érigèrent un camp sur la rive nord, à l'endroit où se trouve aujourd'hui le quartier de la Villette. Là, se dressaient des centaines de tentes en toile. La fumée des feux montait vers le ciel gris. Les découvertes archéologiques de charbon de bois et de fragments d'armes dans cette zone confirment effectivement la présence de Scandinaves. Leur camp était construit selon le principe de la grille de camp, des rangées droites avec un feu central pour les rassemblements. Ce n'étaient pas des sauvages, c'étaient des ingénieurs de guerre, utilisant la géométrie pour survivre. Mais au cœur de Paris, l'espoir persistait encore. Les moines et les citadins rassemblaient leurs dernières forces, espérant un miracle. Et sur l'autre rive, Ragnar était assis près du feu, regardant la fumée où se reflétait la silhouette de la ville. Il savait. Un jour décisif était à venir, et si les Francs ne payaient pas, il les forcerait à le faire par le sang. Le 3e jour du siège, Paris se tut. Les cloches se turent, la fumée des feux de camp s'étalait sur l'eau. Les Vikings n'attaquaient plus, et les citadins décidèrent que la tempête était passée. Mais le silence chez les Nordiques signifiait toujours une chose, la préparation d'un coup. Au matin, le brouillard enveloppa le fleuve, et quand il se dissipa, les Francs virent un spectacle à glacer le sang. Les navires vikings se tenaient en mur, leurs voiles scintillaient de cuivre, et sur les proues des dracars brûlaient les têtes de bœufs sacrificiels. C'était un rituel d'intimidation. Ils n'allaient pas simplement faire la guerre, ils allaient prononcer un jugement. Les historiens décrivent que les Vikings agissaient comme des maîtres de la psychologie. Ils utilisaient la démonstration de force, une ancienne technique d'intimidation précédant l'attaque. Cette méthode était connue des tribus germaniques et reçut plus tard le nom latin de demonstratio potentiae. L'essence est simple, faire en sorte que l'ennemi cède avant que le combat ne commence. Les Parisiens voyaient les Nordiques frapper leurs boucliers avec leurs lances, créant un grondement, comme si le tonnerre approchait. Ce son s'entendait même derrière les murs de la cathédrale Saint-Étienne, où s'étaient réfugiés femmes et enfants. Pour eux, ce n'était pas le son d'hommes, mais le souffle d'un monstre. Les guerriers de Ragnar se formaient sur la rive. Au centre du camp se dressait un poteau en bois, symbole du dieu Odin. Sur lui pendaient des boucliers, des épées, des casques d'ennemis tombés. C'était leur Hov, lieu de rassemblement sacré et de serment. Là, Ragnar leva la main et prononça des mots que les chroniqueurs rapportent avec horreur. « Celui qui reculera ne verra pas le Valhalla ». Ses yeux brillaient, et même les plus anciens guerriers baissèrent la tête. C'était le moment où les hommes se transformaient en tempête. Quand la corne de signal retentit pour l'attaque, la terre sembla trembler. La première vague frappa les portes occidentales de l'île. Les défenseurs francs, armés de longues lances et d'arbalètes, tentaient de tenir la ligne, mais l'assaut était imparable. Les Vikings avançaient en formation coin, le soi-disant groin de porc. Cette manœuvre tactique, connue sous le nom de Sveinfylking, permettait de percer la défense par une attaque étroite mais puissante. Chaque guerrier s'appuyait sur le dos de celui qui le précédait, créant une pression de toute la masse. Les premières rangées cédaient sous le poids des corps, les boucliers craquaient, les lances pliaient, comme des roseaux. Le chroniqueur Nithard écrivait « Et il semblait que le fleuve lui-même poussait ses hommes sur la rive. » Les Vikings faisaient irruption dans la ville en criant, et l'odeur de la poix brûlée se mêlait à la fumée des torches. Mais ils ne brûlaient pas tout indistinctement. Ils cherchaient les symboles du pouvoir, les portes, les temples, les palais. Leur tâche était psychologique, montrer que Paris n'appartenait plus aux Francs. La résistance tint jusqu'au soir. Le capitaine franc, le comte Odon, tenta de rassembler une milice, mais les forces étaient insuffisantes. Les chroniques affirment qu'il combattit sur le pont jusqu'à ce qu'il soit blessé d'une flèche à l'épaule. Son courage devint plus tard une légende, mais à l'époque, il ne sauva pas la ville. À la nuit tombée, les Nordiques contrôlaient les deux rives et les Francs étaient enfermés sur l'île, entourés d'eau et d'ennemis. Les Vikings installèrent des catapultes, fabriquées avec des arbres abattus sur place. Ces machines rudimentaires lançaient des pierres et des tonneaux de goudron enflammés. C'était un ancien analogue du feu grec, et bien que la composition fût primitive, l'effet était terrifiant. Les flammes se propageaient sur l'eau, créant l'illusion que le fleuve lui-même brûlait. Les contemporains écrivaient « La Seine était rouge comme le sang,
et même les poissons sautaient hors du feu. Quand tout sembla perdu, des messagers sortirent du camp, à nouveau avec des boucliers blancs. Ils apportèrent un dernier avertissement. Le roi Charles le Chauve comprit, poursuivre la résistance signifierait la destruction non seulement de la ville, mais de tout le royaume. Des négociations secrètes commencèrent. Selon les chroniques, les Vikings exigèrent une somme énorme, 7000 livres d'argent. Ce chiffre était stupéfiant. Pour comprendre, c'est le poids de près de 3 tonnes. C'était l'équivalent d'une année entière d'impôts de plusieurs provinces. Paris se retrouva face à un choix, tomber ou payer. Mais les Francs temporisaient, espérant que la tempête se calmerait d'elle-même. Et alors, Ragnar décida de jouer sa dernière carte. Il ordonna de lever les voiles et de faire semblant que la flotte redescendait le fleuve. Paris souffla de soulagement. Mais pendant la nuit, les navires firent demi-tour, sous le couvert du brouillard. Quand la lumière du matin colora l'eau, les Vikings étaient déjà de nouveau sous les murs. Cette ruse, le faux retrait ou fausse manœuvre, était connue des nomades des steppes. Mais les Nordiques l'appliquèrent avec une précision parfaite. La peur s'empara de la ville. Ils comprirent, on ne pouvait pas négocier avec ces gens. On ne pouvait que les apaiser avec de l'argent. Ce jour-là, la scène se tut. Les dracars restaient immobiles, et leurs voiles, gorgées de pluie, ondulaient lourdement au vent. Paris tremblait, et tout dépendait de la décision d'un seul roi. Et les Vikings savaient, la patience est aussi une arme. Et enfin, la cour de la résidence de l'évêque. Là se trouvaient des reliques, des calices d'argent et surtout le trésor d'or. Quand les Nordiques firent irruption, ils ne massacrèrent pas. Ils agirent avec sang-froid, comme des marchands venus recouvrer une dette. La ville était vaincue, mais non détruite, et cela faisait partie du plan. Ragnar comprenait que la force ne résidait pas seulement dans les épées, mais aussi dans la peur. Il ordonna de placer les prisonniers le long de la berge, des citadins, des moines, des gardes. Ils n'étaient pas tués, mais maintenus de manière à ce que les sentinelles franques puissent les voir de loin. C'était un signal à Charles le Chauve. Nous contrôlons ta ville. Les chroniques racontent qu'alors, fin mars 845, le roi envoya pour la première fois des émissaires au camp viking. Ils étaient accompagnés par l'évêque de Saint-Denis, un homme habitué à parler le langage du pouvoir et de l'or. Les négociations durèrent plusieurs jours. Les Francs tentaient de gagner du temps, espérant que les comtes de Beauvais et d'Orléans viendraient en renfort. Mais le fleuve était en crue, les routes étaient délavées, et aucun détachement ne pouvait arriver à temps. Les Vikings, quant à eux, fortifièrent le camp, construisirent une palissade, commencèrent à fondre le fer extrait et à réparer les navires. Des découvertes archéologiques témoignent que les Nordiques possédaient effectivement des ateliers de forge directement dans leur camp de campagne. Une rareté pour le IXe siècle. Cela montre leur niveau d'autosuffisance. Ils étaient une armée, pas une bande de brigands. Quand il devint clair qu'aucune aide ne viendrait, Charles le Chauve prit une décision qui scella le destin de Paris. Il accepta de payer la rançon, 7000 livres d'argent. Cela représente environ 2,5 tonnes de métal précieux. À titre de comparaison, avec une telle somme, on aurait pu construire plusieurs monastères ou armer une armée entière. Mais le roi choisit l'or plutôt que le sang. L'historien Abon écrivit « Il acheta la paix, mais vendit l'honneur ». Cependant, pour Charles, c'était la seule issue. Sinon, Paris aurait brûlé. La rançon fut livrée par bateau sur la Seine. Les cargaisons d'argent furent déchargées directement au camp viking sous la surveillance de leur chef. Les chroniques affirment que Ragnar accepta personnellement les monnaies et les bijoux, les vérifiant avec ses dents, comme s'il voulait s'assurer que la paix valait réellement d'être conclue. Après la remise du dernier coffre, les Nordiques levèrent les voiles. La Seine fut à nouveau remplie du rugissement de leurs rames. Ils partirent aussi soudainement qu'ils étaient venus. Mais leur départ ne signifiait pas une défaite. Au contraire, ce fut un triomphe. En quelques semaines, un millier de Vikings avaient mis à genoux la plus grande ville de l'Empire franc et contraint le roi à payer. Paris devint le symbole que même la capitale la plus riche pouvait tomber non par l'épée, mais par la détermination et la ruse des étrangers. Après cette expédition, le nom de Ragnar entra dans les légendes. Les sagas scandinaves affirmaient qu'il quitta la Francie en riant et dit à ses hommes « Nous avons pris l'or au roi, mais nous avons pris plus encore, sa peur. »
Et en effet, la peur devint le principal héritage de cette expédition. Les Francs commencèrent à construire des forteresses le long des fleuves, renforcèrent les garnisons, instituèrent des impôts pour la défense contre les Normands. Mais la vague était déjà levée. Les Vikings comprirent. Les richesses de l'Europe étaient accessibles à ceux qui savaient les prendre. Et Paris, non incendié, devint le premier avertissement. 40 ans plus tard, d'autres reviendraient ici. Non pas un millier, mais des dizaines de milliers. Et alors la ville ne s'en tirerait plus avec de l'argent. Mais ceci, c'est une toute autre histoire. De l'or au lieu du sang. Après le paiement, Ragnar et ses guerriers descendirent la Seine. Leurs navires avançaient toutes voiles dehors, et des trophées pendaient aux proues, des boucliers aux armoiries des chevaliers francs. Paris était resté intact, mais son cœur était brisé. Les citadins virent l'argent gagné à la sueur de leur front disparaître à l'horizon, emporté par le vin et la volonté des Nordiques. Pour l'Empire franc, cette défaite marqua un tournant. Charles le Chauve, qui avait acheté la paix, comprit. Les fleuves étaient des portes ouvertes vers le cœur de son royaume. Il ordonna de fortifier les villes côtières, d'ériger des chaînes à travers les estuaires des fleuves et de créer une flotte de surveillance. Mais tout cela était déjà trop tard. Les Vikings avaient goûté au pouvoir, et une vague de nouvelles expéditions submergea l'Europe. 10 ans plus tard, ils apparaîtraient sur la Loire, 20 ans plus tard, sous Angers, 40 ans plus tard, de nouveau aux portes de Paris. Les chroniques rapportent que Ragnar lui-même périt peu après, selon une version prisonnier du roi Héla, jeté dans une fosse aux serpents, mais dans la mémoire des hommes, il demeura non pas comme un homme, mais comme un mythe. Son nom devint un étendard pour les générations suivantes. Les sagas scandinaves ajoutèrent de la poésie à la réalité. On disait qu'en quittant Paris, il aurait déclaré « Nous n'avons pas détruit la ville parce que nous voulons revenir ». Et ils revinrent, ses fils, ses héritiers, ceux qui construisaient de nouveaux dracars, inspirés par la victoire de leur père. Pour Paris, cette année fut une leçon. Les murs ne sauvent pas s'il n'y a pas de détermination. Mais pour l'histoire de l'Europe, le début d'une nouvelle ère. L'expédition de 845 devint le prologue de l'ère des Normands. Ils ne firent pas que piller, mais s'établirent aussi, en Normandie, en Angleterre, en Irlande. Ils changèrent la carte du continent, et leurs descendants, de Rollon à Guillaume le Conquérant, décideraient du destin des rois. Tout commença ici, sur la Seine, quand un millier de Nordiques montrèrent au monde que la force pouvait venir de la mer et réécrire l'histoire.